Nous sommes le 20 octobre 2022 et c'est la journée mondiale contre l'ostéoporose, des cuisiniers, de la statistique et de la résolution des conflits. C'est cohérent, pour éviter que tout le monde s'engueule, on a donné une journée mondiale à tous ceux qui demandaient. Mais c'est aussi tous les jours l'heure de Réseau, le meilleur des internets du monde, avec le YouTube du futur, ce qui se compose d'animaux sauvages, faut le savoir, et la grève générale, qui va peut-être toucher les jeux vidéo, un programme aussi stylé que la coiffe de ma Laurence de luxe. Réseau, c'est y part, on y va, mais bien sûr, on n'oublie pas de boire de l'eau pendant le jingle. Réseau. Et on démarre avec les infos les plus chaudes de ta région. C'est la baille du jour par la toujours bien coiffée Laurence Méride. Hey. Laurence, en Chine, des gens ne peuvent plus faire de courses au supermarché parce qu'ils se sont fait virer du réseau social WeChat. Ouais, ils vivent un calvaire depuis quelques jours. Des centaines de Chinois privés de WeChat pour avoir relayé des banderoles anti-Xi Jinping. Ces banderoles, elles ont été installées la semaine dernière sur un pont à Pékin, la capitale. Dessus, on pouvait lire « Pas de test de la nourriture, pas de confinement, la liberté, destituer le dictateur Xi Jinping ». Une action de protestation quelques jours seulement avant le lancement du congrès du Parti communiste qui se tient depuis dimanche et qui doit renforcer le pouvoir de Xi. À l'issue, il va repartir, c'est sûr, pour un troisième mandat à la tête du pays pendant 5 ans. Alors déjà que la Chine est connue pour sa censure, un événement comme celui-là, la propagande et le contrôle de la population qui va à pleine balle. Ouais, surtout depuis les banderoles. La censure, elle est massive sur Internet. Les gens qui ont commenté, partagé, ne serait-ce que discuter des banderoles en conversation privée sont scrutés et punis. La censure, elle frappe à l'aveugle en repérant des mots-clés. La moindre allusion, même involontaire aux banderoles, entraîne un blocage du compte. Et c'est ce qui est arrivé à une femme à Shanghai. Ouais, quelques heures après avoir envoyé la photo sur une conversation privée, sa fonction sociale sur WeChat a été bloquée pour toujours. Ce qui veut dire qu'elle ne peut plus voir les messages que ses amis lui envoient, elle ne peut plus non plus leur écrire, elle ne peut plus entrer en contact avec ses clients d'affaires, donc elle ne peut plus travailler normalement. Son compte, elle l'utilise depuis 10 ans et là, elle vient de perdre 4000 contacts. Et ça va encore plus loin que ça, puisque visiblement, elle n'a plus le droit de rien faire du tout dans la vie. Comme tu nous l'as déjà dit ici, là, dans Réseau, en Chine, WeChat est incontournable. J'ai dit ça, moi ? Ouais, t'as dit ça. D'accord. Tu dis des choses intelligentes la plupart du temps. Et ça arrivait une fois, ouais. Et les Chinois, en fait, ils sont obligés de passer par le réseau social au quotidien. On l'utilise pour payer au supermarché, pour prendre un taxi, pour montrer son code sanitaire pour aller à l'hôpital, par exemple. Et sans WeChat, en fait, la vie, elle devient un enfer. Alors, vous me direz, une fois qu'on a été bloqué, il suffit de recréer un compte pour pouvoir avoir accès à WeChat de nouveau. Mais la femme de Shanghai, elle a tenté de recréer un compte à 2 reprises et à chaque fois, ils ont été censurés. Heureusement, elle peut compter sur son mari, donc elle arrive à vivre quand même. Mais comme elle, des dizaines de Chinois sont dans l'impossibilité de résister, donc ils ont préféré présenter leurs excuses et ils supplient qu'on réactive leur compte. Et on continue, Laurence. On va faire un petit tour dans les coulisses du monde des hackers. Et ouais, grâce à Atlas VPN, l'un des principaux fournisseurs de réseaux virtuels privés, on sait désormais à combien sont vendus sur le dark web les comptes de réseaux sociaux piratés. On dirait une vidéo YouTube qui est sponsorisée par Atlas VPN. Pardon, c'est pas ça. Et donc les prix varient en fonction de la plateforme. Exactement. Pour un compte TikTok, Reddit ou Pinterest, la fourchette, elle se situe seulement entre 6 et 9 $. C'est pas trop cher. Twitter, 10 $, 11 pour Snapchat, 12 pour Instagram et Discord, 14 pour Facebook. Et devine quelle plateforme arrive en tête, pour laquelle il faut débourser le plus de thunes. Je fais semblant de réfléchir alors que j'ai la réponse sur l'écran de mon ordinateur. C'est évidemment LinkedIn. Ouais, il faut débourser 45 $ pour un compte piraté sur LinkedIn. C'est assez logique. En fait, depuis quelques mois, LinkedIn est devenu leur réseau social préféré des hackers. Ils ont remarqué que souvent, le mot de passe que les gens utilisent sur LinkedIn, ils l'utilisent aussi pour leur boîte mail perso. Oui. Donc, en fait, une fois qu'ils ont accès à la boîte mail perso de la personne, ils peuvent avoir accès à Facebook, à Instagram, à tous leurs comptes, à toute leur vie en fait. Donc ils peuvent faire des tas de choses avec les données personnelles. Et alors contrairement aux idées reçues, en fait les pirates ne s'intéressent pas spécialement aux données personnelles qu'ils trouvent sur les comptes qui piratent. Ouais, en fait ils s'intéressent beaucoup plus au fait que, en fait, avec ces comptes-là, ils créent des robots, des bots dont on parle souvent aussi dans Réseau. Et avec ces bots, en fait, ils les monnaient et ils vont les utiliser pour gonfler les audiences sur les réseaux. C'est-à-dire que quand tu achètes des followers quelque part, ça peut être des hackers qui vendent ce genre de compte qu'ils ont piraté. Exactement. Et en fait, c'est plus facile pour eux. En fait, pour eux, c'est plus logique. C'est mieux
d'utiliser des robots qui sont pas des vrais robots, tu vas d'utiliser des vrais comptes, parce que comme ça, c'est plus difficile pour les gendarmes d'Internet de retracer et de savoir qui a créé le compte et qui... Tu veux dire que oui, c'est plus facile de pirater des vrais comptes et ensuite de les revendre plutôt que de créer des faux comptes. Des comptes parce vides. qu'ils sont plus facilement traçables par les gendarmes d'Internet. Donc tu vas plus facilement te faire choper, quoi, en gros. Okay. Et pour terminer, juste, il faut quand même faire attention quand un sujet est en top tendance, quand un hashtag est en top tendance, parce qu'il peut être boosté par des robots, justement. C'est pas vrai. Et que t'as un exemple? Ben oui, on en a parlé ici, l'armée numérique du PSG, typiquement. C'est sublime. C'est sublime. Je dis t'as un exemple, bam, elle vient avec un exemple, Laurence. C'est incroyable. On est préparé, on n'est pas préparé. Alors, et Laurence, tout à l'heure, dans ton Zoom, ton enquête, on ne sait plus comment on appelle cette séquence, tellement il y a d'informations, on va parler du dernier scandale dans le monde des jeux vidéo, c'est très très grave. Ouais, après la fuite de GTA 6, on va faire un zoom sur le scandale qui entache la sortie du nouveau Bayonetta. À quelques jours de sa commercialisation, l'actrice qui fait la voix de l'héroïne, elle appelle au boycott du jeu. Mais avant Guiran, le YouTube du futur. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Hier, Laurence, tu as fait un excellent focus sur les nouveautés qui vont arriver et qui sont là même déjà là sur TikTok. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube parce qu'on est en rediff tous les soirs en vidéo sur la plateforme assez connue qu'est YouTube. Bref, venez sur la chaîne de Move, vous allez voir, ça sera bien. Et toi aujourd'hui, Guiran, tu vas nous faire un petit point sur les nouveautés attendues sur Google en 2023. Bah bien sûr, parce que là TikTok c'est bien, mais comme dirait Luke Skywalker, quand on s'attaque à l'Empire, l'Empire contre-attaque. C'est pas du tout Luke Skywalker qui dit ça d'ailleurs. Alors, quelles vont être les nouveautés de Google l'an prochain? On a hâte, j'imagine que tout le monde se posait la question. Ok, d'accord, merci pour le teasing, tu vas nous dire ce que c'est alors? Oui, pardon. Déjà, pour ceux qui ont le somme de cliquer sur les liens d'articles, vous savez qu'ils s'arrêtent au bout de 2 lignes en disant « Il vous reste 87% à lire, abonnez-vous ». Et bien dans Google Actu, maintenant, il va y avoir un truc qui s'appelle Google Showcase, une sélection d'articles issus de 130 journaux références qui mettront du contenu à disposition classé par thème par Google. Et le but, c'est d'avoir des infos sérieuses, variées et de soutenir la presse française, puisque les journaux sont payés par Google pour proposer des articles dans Showcase. Voilà, et dans le lot, ils doivent mettre quelques articles qui sont normalement payants. Et là, ils seront donc dispo gratos de temps en temps dans Showcase. Voilà, tout le monde se fait un petit billet. Merci Google de contrebalancer avec les belles petites fake news de journaux bien pétés qui là sont toujours bien sûr dispo gratos partout avec Google Actualité. Et la suite des tendances, c'est sur YouTube que ça se passe en 2023. On sait un peu ce qui va être poussé par l'algorithme. Il va y avoir le streaming sur YouTube. De plus en plus de contenus longs sont proposés, de plus en plus produits, en direct ou non. En plus, on les regarde de plus en plus sur des écrans de télé. Voilà, en deux, il y a les shorts, évidemment, le concurrent de TikTok créé par YouTube, des vidéos d'1 minute à bouffer en boucle. Et bien maintenant qu'elles sont rémunérées, va y avoir des pubs entre les vidéos, les créateurs vont être payés et donc incités à en faire de plus en plus. On aura donc des contenus très longs et des contenus très très courts, ça va pousser fort en 2023. En 3, c'est le shopping. Il faut savoir qu'en chiffres, les Français matent YouTube environ 40 minutes par jour en moyenne. 3 sur 4 estiment que le contenu YouTube ne se trouve pas ailleurs, ce qui est pas mal, et ça augmente. 90% découvrent de nouveaux produits dessus, et donc il va y avoir des options shopping pour acheter directement dans l'appli qui vont être incorporées, et notamment sur les shorts. Et on va aussi pouvoir acheter des produits, mais aussi du savoir, parce qu'il y a des masterclass qui vont être proposés par les créateurs. En fait, on pourra tout faire sur YouTube. Mais en ce moment, il y a quoi qui marche sur la plateforme? Je vous le dis, en ce moment, si vous voulez faire du clic, faites des lives de nature. Voilà, c'est le truc en ce moment chez les moins de 25 ans. Ça marche très bien, c'est-à-dire regarder des gazelles gambader dans la plaine, regarder des... Un documentaire animalier, quoi. Oui, sauf qu'il n'y a rien d'autre que juste à un moment donné, c'est un live, on voit la nature à l'instant T, et c'est ça qui permet de se détendre et d'oublier la chienlit dans laquelle on vit. Voilà, sauvons la planète, sauvons les animaux pour qu'on puisse... pas aller les voir en vrai, mais au moins on les regardera sur YouTube. Laurence, aujourd'hui tu vas faire un zoom sur les prolos du jeu vidéo, les petits travailleurs, ceux qui font le jeu vidéo mais qu'on oublie. Il y a un scandale autour du doublage du jeu vidéo Bayonetta 3. Ouais, Bayonetta 3 déjà c'est un jeu d'action japonais sorti en 2009. Il a pour héroïne Bayonetta, une sorcière sexy au fort caractère. Le 3e volet du jeu, développé par Platinum Games, sera commercialisé le 28 octobre. Jusqu'ici,
tout va bien. Mais il y a 4 jours, Elena Taylor, la voix officielle de Bayonetta, a appelé au boycott de Bayonetta 3. Elle ne doublera pas le personnage. Nintendo, Platinum Games, lui aurait proposé seulement 4 000 $ pour l'ensemble du jeu. Elle a publié une vidéo vue près de 10 millions de fois sur Twitter. C'est une insulte. Au vu du temps que j'ai consacré à parfaire mon art, mais aussi à ce jeu et aux fans. J'appelle les fans à boycotter ce jeu et à donner l'argent qu'ils auraient utilisé pour l'acheter à une œuvre humanitaire. Et alors, selon le syndicat américain SAG-AFTRA, un syndicat d'artistes, un doubleur doit être payé au minimum 451 $ de l'heure. Donc 4 000 $ pour doubler tout Bayonetta, ça voudrait dire que Elena Taylor a passé seulement 9 heures en studio, ce qui est franchement impossible au vu de la taille du projet. Donc sa réaction, elle est tout à fait légitime. Les fans de Bayonetta, d'ailleurs, ils sont outrés et certains ont partagé l'appel au boycott. Sauf que selon les informations publiées dans la foulée de la vidéo qu'on a entendue là, par l'agence de presse américaine, Bloomberg, la situation qu'a décrit Elena Taylor, eh ben en fait, elle serait plus compliquée que ça. Ouais, Platinum Games aurait voulu engager Elena Taylor pour 5 sessions studio d'une durée de 4 heures pour 3 à 4 000 $ par session. Dans ce cas-là, on avoisine plus un salaire total de 15 000 $. Le journaliste de Bloomberg dit qu'il a vu les échanges de mails qui le prouvent entre Platinum Games et Elena Taylor. Ouais. À cette proposition, l'actrice, elle a réclamé une somme à 6 chiffres, ce que le studio a refusé avant de retenter une offre. Ils ont dit qu'en plus du doublage, des dialogues, ils lui ont proposé en fait un caméo, c'est une brève apparition dans le jeu, pour le montant d'une session studio, donc 4 000 $ de plus sur le salaire total. Donc on est à une offre de nouveau refusée par l'actrice, mais qui avoisine à peu près là, les 19 000. Oui, 20 000 à peu près. Les 20 000. Elena Taylor, qui a été sollicitée par Bloomberg, et elle a réfuté cette histoire qu'elle qualifie de mensonge absolu. Et alors tout ça, c'est parti d'une simple vidéo qui a fait beaucoup de bruit dans les médias aux États-Unis notamment. Ouais, celle qu'on a entendue tout à l'heure. Et donc, en fait, sur les réseaux, je suis allée regarder un peu. Et en scrollant sur Twitter et YouTube, le constat, il est net. Il y a une partie des fans de Bayonetta et d'Elena Taylor qui se sent trahis, en fait, par Elena Taylor et qui abandonne le boycott. Et l'autre participe à une vague de harcèlement envers la nouvelle actrice qui double le personnage de Bayonetta. Ouais, après le refus d'Elena Taylor, elle a été remplacée par Jennifer Hale. Bayonetta avec Jennifer Hale, ça donne ça. Bad boy. Bad boy. Okay. Et avec la doubleuse originale, Elena Taylor, ça donne ça. Bad boy. C'est pas pareil. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Il faut dire qu'Elena Taylor, elle travaille avec le jeu depuis le départ, donc elle a eu le temps de, tu vois, comme elle le dit, c'est la voix officielle, en fait de Bayonetta. Donc c'est sûr que ça fait un changement. Le jeu, lui, de toute façon, ça bouge pas. Il va sortir dans 8 jours, comme prévu. Mais je voulais quand même ajouter quelque chose. Comme il l'a souligné si bien le site Numérama, même si Elena Taylor, elle a menti et que Platinum Games dit la vérité, cette histoire, elle révèle 2 problèmes récurrents. Le premier, dans l'industrie, les conditions de travail des artistes de doublage, on en a déjà parlé ici encore une fois, souvent ils sont mal payés, ils sont tout simplement mal rémunérés. Et il y a un deuxième souci, c'est dans Internet. Comme il est difficile de prendre du recul, ça montre comme il est difficile en fait de prendre du recul quand une vidéo, une info devient virale. Et c'est pour ça qu'on existe dans Réseau, pour prendre le temps et apporter de la nuance dans ce brouhaha qui est Internet. Réseau. C'est superbe. Je sais pas comment t'as fait cette conclusion, ça m'a donné envie de chialer. Il exagère en tout. J'exagère souvent, voilà, c'est tout. On va changer d'ambiance. J'ai réessayé, vous savez, à cette heure-là, normalement, dans l'émission, je repère des trucs un peu... Tu nous fais des petites recommandations. Voilà, exactement. Là, j'ai vu quoi, là? J'ai vu SCH qui a supprimé tout son Insta et qui a publié une photo d'autoroute. Du coup, tout le monde débat. Alors, est-ce qu'il va là sortir un nouvel album qui va être A7 numéro 2 du nom de sa mixtape légendaire? Pendant ce temps, il y a aussi le compte de Kunta Kinte et d'autres trucs de gossip qui sortent des vocaux de Maes qui aurait fini au plumard avec Maeva Guénam. Ça circule aussi. Alors, tout le monde se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, quand ça date. Voilà. C'est pas grave, Internet, c'est fait aussi pour ça, pour s'amuser. Sauf que moi, ce qui m'emmerde là, en ce moment, surtout sur les réseaux, c'est qu'en même temps, en ce moment, des fachos
tente d'utiliser le meurtre horrible de la petite Lola pour expliquer sur les réseaux que tout est de la faute des Arabes clandestins. Et pendant que ces racistes prennent le contrôle du débat politique, une info importante, elle, a été passée sous les radars. Une femme qui s'appelle Nadia Assad s'est pris le 16 octobre à Nantes 23 coups de couteau à l'arrêt de bus. Il était 6h30 du matin. Elle allait juste à son travail. Elle portait le voile et quelqu'un a décidé de la tuer. Et personne n'a débattu de l'origine du tueur sur Twitter et surtout personne n'en a parlé. Il n'y a pas de concours à faire, il n'y a pas de débat à avoir. Lola et Nadia sont partis dans des circonstances dégoûtantes. Alors je profite de ce moment pour adresser à la famille de Nadia toutes mes condoléances. Et pour ceux qui diront que ça n'a rien à voir avec Internet ou les réseaux, je préfère prendre le temps de lui rendre hommage maintenant plutôt que de rentrer dans des débats stériles sur Internet avec des fachos. Alors si vous nous écoutez, vous pouvez, vous, faire circuler l'info. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.